On arrive quasiment sur la fin de One Piece. En quittant Wano, la saga finale a débuté et on découvrira bientôt tous les secrets du monde. Mais avant ça, il reste encore pas mal de choses à faire. La dernière île n'est pas encore en vue et le plus important, le dernier road poneglyph est toujours porté disparu. Et encore avant d'en arriver là, il reste beaucoup de zones d'ombre nécessaires pour la compréhension du trésor de Joy Boy, du siècle oublié, ou même pour comprendre l'univers dans lequel les Mugiwara évoluent. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Laissez-moi revenir sur les enjeux de la saga finale et tout ce qu'elle va éclaircir, afin de nous préparer comme il se doit à tous les prochains chapitres à venir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et revenons ensemble sur toutes les zones d'ombre de One Piece. Les fruits du démon sont introduits depuis le tout premier chapitre de One Piece. Seulement, même après autant de temps, nous n'avons aucune idée de comment fonctionnent réellement ces fruits au pouvoir légendaire. Mais on a pu avoir des débuts de réponse, avec notamment la théorie de Vegapunk dans le chapitre 1069, qui nous disait qu'il serait la matérialisation du souhait de l'évolution humaine par l'humanité. Ou quelque chose d'un peu plus concret, avec le fruit de Momonosuke qui a été fabriqué par le scientifique. En effet, au chapitre 1007, on apprend que le scientifique a utilisé le facteur de lignage de Kaido afin de reproduire artificiellement les pouvoirs d'un véritable fruit. J'en parle énormément sur la chaîne, mais pour faire simple, le facteur de lignage est sûrement l'élément le plus important de One Piece, et est à l'origine de nombreuses découvertes, et notamment par exemple des séraphins apparus récemment, des enfants du Germa, ou même de leur armée de clones. Yonji nous explique que cette découverte a totalement révolutionné le monde de la science, puisqu'elle permet littéralement de comprendre comment fonctionne le vivant, mais surtout de pouvoir le manipuler. Avec tout ça et les informations du chapitre 1007, on comprend que les fruits du démon possèdent également un facteur de lignage qu'ils viennent ajouter à celui qui les mange. Donc si leurs origines restent très vagues et attendent encore d'être précisées, leur fonctionnement est un peu plus concret, contrairement à ce qui avait pu être expliqué sur Enies Lobby avec les explications de Jabura. Mais c'est globalement tout ce qu'on sait, même si pour l'instant ça relève surtout de la déduction que d'une révélation faite dans le manga. Mais bien entendu, ce n'est pas le seul mystère qui entoure les fruits du démon, puisque dans le chapitre 1044, lorsque Luffy éveille son pouvoir, le gouvernement mondial nous dit que les Zoan auraient leur propre personnalité, leur propre volonté. Cette information est très étrange et bouleverse totalement les quelques théories qu'on pouvait avoir sur leur fonctionnement, parce que si ça se trouve, toutes les théories qu'on a faites juste avant avec le facteur de lignage ne s'appliquent peut-être que pour les Zoan, puisque pour l'instant, les seuls fruits concernés par tout ça étaient les pouvoirs de Kaido et de Momonosuke, de Luffy qui s'avère lui aussi être un Zoan, et dans le dernier chapitre, Shaka nous parlait du fruit de Lucci. Le satellite nous disait que lorsqu'ils s'éveillent, les Zoan prennent le dessus sur leur possesseur. De mon point de vue, ça voudrait dire que l'utilisateur est guidé par l'instinct animal du fruit. Je refais rapidement la théorie que j'avais développée dans ma review, puisque comme on l'a vu dans le chapitre 1065, le facteur de lignage serait capable de garder en mémoire des souvenirs ou même des aptitudes de combat. Peut-être que grâce à leur facteur de lignage, les Zoan deviendraient de plus en plus forts au fil des générations, gardant en mémoire toutes les aptitudes de combat des précédents possesseurs. Ainsi, Luffy comprendrait certaines choses au fil de son aventure ou en arrivant sur Laugh Tale, car grâce à son fruit, il possède la volonté de Nika ainsi que de ses descendants. Les fruits du démon sont l'un des plus grands mystères de One Piece, et j'espère que Vegapunk ne restera pas aussi vague quant à sa théorie. Et j'espère vraiment qu'on aura plus d'infos sur les Paramecia et les Logia, parce que pour l'instant, tout ce qu'on a semble ne s'appliquer que pour les Zoan. Les armes antiques vont être essentielles une fois que Luffy aura mis le pied sur Laugh Tale. Le flashback d'Oden nous a retracé la fin de l'aventure de Roger jusqu'à son exécution. Avant ça, si on pensait qu'il avait tout découvert et qu'il était véritablement devenu le plus grand pirate de tous les temps en étant le seul équipage à avoir atteint Laugh Tale, on apprend en réalité qu'ils n'ont pas pu accomplir certaines choses. Ils ont certes découvert l'histoire du siècle oublié, ils savent ce qu'est le trésor de Joy Boy et ont pris connaissance de tous les secrets du monde. Mais ce que ce flashback nous a appris, c'est qu'ils sont arrivés trop tôt, et que cela implique naturellement que Luffy aura un devoir à accomplir en arrivant sur la dernière île. En effet, dans le chapitre 968, Roger nous dit qu'ils sont arrivés trop tôt, et qu'il aurait fallu découvrir cette île légendaire plusieurs dizaines d'années plus tard. À l'époque où il a découvert le One Piece, Shirahoshi n'était pas encore né. À travers les paroles des rois des mers, Roger
Voyager a compris que quelqu'un allait devoir refaire ce qu'il avait fait, que quelqu'un allait devoir le surpasser. On comprend à travers ces quelques pages que Luffy va devoir se servir des armes antiques, et pour ça, il va en amont devoir les réunir. Pour quelle raison? Nous ne le découvrirons que le moment venu. Le monde connaîtra certainement de très grands bouleversements, avec notamment la chute du gouvernement mondial, qui le rendra d'autant plus vivable. Les hommes-poissons pourront par exemple vivre à la surface, en harmonie avec les humains, et il retrouvera un semblant de paix grâce à une justice beaucoup plus juste, mais surtout beaucoup plus neutre. Pluton, Poséidon et Uranus sont les noms de ces trois armes légendaires, et Luffy a indirectement deux d'entre elles en sa possession. En effet, c'est sur l'île des Hommes-Poissons qu'on découvre que Shirahoshi, la fille de Neptune, serait l'incarnation de Poséidon. Dès lors, elle possède le pouvoir de parler et de contrôler les rois des mers à sa guise. Ce pouvoir est à portée de main des Mugiwara, puisqu'en leur venant en aide avant leur entrée dans le Nouveau Monde, Shirahoshi, tout comme le reste des Hommes-Poissons, seront prêts à faire n'importe quoi pour leur venir en aide. Ils sont amis, et Shirahoshi est prête à devenir plus forte pour se rendre utile, le jour où Luffy aura besoin d'elle. Pour ce qui est de Pluton, on en a appris plus très récemment. En effet, c'est au chapitre 1053, après la guerre de Nigashima, que Robin est rapidement rejoint par Tenguyama Itetsu, qui lui révèle être Suki Akikozuki, le grand-père de Momonosuke et d'Iori. Au travers de leur discussion et après plus de 800 chapitres, on en apprend enfin plus sur le contenu du poneglyphe d'Alabasta, puisque si on savait qu'il parlait de Pluton et de son emplacement, Robin n'a jamais été plus précise. Sukiyaki a alors pu confirmer à l'archéologue des Mugiwara que l'arme antique que Crocodile cherchait se trouve bel et bien sur Wano. Ainsi, pour que Luffy puisse mettre la main sur Pluton, il faut que Momonosuke ouvre les frontières de son pays pour libérer l'ancien Wano et l'arme légendaire des flots qui les ont immergés. Mais pour l'instant, le fils d'Oden n'a pas l'air prêt à prendre une telle décision. Depuis plus de 20 ans, le souhait d'Oden était d'ouvrir les frontières de Wano. S'ils ont accepté de faire une alliance avec Luffy et Law, c'est uniquement pour accomplir la volonté de leur maître. Mais voilà, au chapitre 1041, Momonosuke ne comprend pas pourquoi son père tient autant à faire ça. Les pages du carnet d'Oden concernant ses raisons ont été arrachées, et donc rien ne peut lui confirmer que ce serait une bonne idée à l'heure actuelle. C'est après la victoire de Luffy face à Kaido qu'il prend sa décision de les garder fermés sans nous donner la moindre raison. Ouvrir Wano au reste du monde, en plus de mettre en danger ses habitants, reviendrait bien entendu à rendre l'arme antique Pluton à portée de n'importe quelle main, les bonnes comme les mauvaises. Je ne pense pas que Momonosuke soit au courant de l'existence de telles armes, mais il est certainement préférable d'attendre le moment venu. Désormais, Luffy et son équipage savent où elle se trouve, et ils savent comment l'obtenir, et il est certain que Momonosuke a fait le lien entre Joy Boy, Luffy, et l'importance de lui laisser choisir le moment le plus opportun pour détruire les murs qui emprisonnent Wano ainsi que Pluton. En revanche, pour Uranus, c'est un peu plus délicat. En effet, à l'heure actuelle, nous n'avons aucune information sur elle. Que ce soit son emplacement, la forme dans laquelle elle se matérialise, rien. Elle n'a jamais été introduite, si ce n'est par son nom. Il y a alors tout naturellement beaucoup de théories différentes. Les révolutionnaires pourraient la posséder à cause des étranges pouvoirs de Dragon qu'on a vu sur Lockdown. Im serait cette arme antique, au contraire elle ne serait même pas sur Terre mais sur la Lune avec Ener et les anciennes civilisations qu'il a découvertes. Bref, il y a énormément de scénarios plausibles concernant cette arme légendaire, et c'est évidemment l'un des plus grands mystères de tout One Piece. Malgré tout, on a vu que Luffy allait devoir mettre la main dessus d'une quelconque manière. C'est pour ça que la trouver du côté des révolutionnaires est, je pense, une bonne idée, puisque ça crédibiliserait davantage leurs actions, dans le sens où s'ils possèdent une des trois armes antiques, ça fait d'eux une réelle menace, que le gouvernement est obligé de craindre. Peut-être aussi que les Mugiwara vont devoir se battre pour aller la récupérer, je pense notamment à Im et au pouvoir qu'il a utilisé pour détruire Lulusia. Ça ne m'étonnerait pas qu'un tel pouvoir soit le fruit d'une arme antique. Il est pour le moment très difficile d'établir une théorie cohérente, mais surtout complète sur Uranus, tant nous n'avons pas d'informations la concernant. C'est sans doute le plus grand mystère de One Piece à l'heure actuelle, et j'ai hâte d'en apprendre plus sur cette dernière arme. Après le One Piece lui-même, la création du gouvernement mondial reste le plus grand mystère du manga, que ce soit ses origines, ses objectifs ou ses secrets. En effet, cette organisation est apparue il y a 800 ans, suite à une guerre entre un ancien pays aujourd'hui oublié et une alliance entre 20 puissants royaumes. Suite à ça, le gouvernement mondial, représenté par ces 20 royaumes, a été créé. Dès lors, l'organisation cherche à tout prix à faire disparaître la moindre information de l'histoire en usant toutes les méthodes possibles. Aujourd'hui, toutes sortes de recherches liée à ça est sévèrement punie.
Ça a été le cas avec Ohara et son Buster Call, ou même plus récemment sur Lulusia, qui cherchait à éliminer Sabo qui avait découvert l'un de leurs plus grands secrets. Parce qu'en effet, leurs origines n'est pas le seul mystère qui entoure le gouvernement mondial qu'ils essayent de protéger. Son fonctionnement est lui aussi totalement opaque. Pendant très longtemps, on pensait que la plus haute instance du gouvernement était les 5 doyens. Possédant la plus haute autorité au monde, ils se placent même au-dessus du reste des dragons célestes, et gouvernent à eux seuls l'ensemble du globe placé sous leur juridiction. Néanmoins, une entité plus forte encore les oblige à s'agenouiller. Im est un personnage encore inconnu, apparu au chapitre 906, lorsque Doflamingo nous parlait d'un trésor caché au fond de Marijois. Ce n'est que 2 chapitres plus tard qu'il est nommé et qu'on comprend l'importance qu'il va avoir dans la suite de l'histoire. À travers ces quelques pages, on comprend qu'il dirige dans l'ombre les 5 doyens et par conséquent le reste du monde. Il ne semble pas connu du reste du gouvernement puisqu'ils attendent le début de la rêverie lorsque tout le monde est occupé pour se réunir et que tous les royaumes qui ont créé le gouvernement ont prêté serment devant le trône vacant qui symbolise la paix entre tous et qu'aucun d'entre eux n'est censé être considéré comme le roi du monde. Pourtant, dans l'ombre de tous, Im y prend place et gouverne dans le plus grand des secrets. À ce jour, nous ne savons pas qui est réellement ce personnage, ses intentions, son âge, qui sait, peut-être qu'il est aussi vieux que l'organisation qu'il dirige. Dans tous les cas, sa position lui permet d'user de toutes les méthodes pour arriver à ses fins. Je pense que l'assassinat du roi Cobra a été commandé par Im et qu'il est protégé de tout soupçon puisqu'aux yeux du monde, il n'existe tout simplement pas. Il possède des pouvoirs terrifiants, capables de faire disparaître une île entière de l'histoire du monde en quelques fractions de secondes, comme on a vu sur Lulusia qui a totalement été rayé de la carte et des mémoires des agents du gouvernement, et c'est certainement ce qui est arrivé sur God Valley 38 ans plus tôt. Désormais, les Mugiwara commencent à s'approcher de leurs plus grands secrets et ils sont automatiquement devenus leurs ennemis. D'autant plus que l'éveil du fruit de Luffy semble être à ce jour leur plus grande crainte, et le gouvernement n'ont plus d'autre choix, ils vont devoir intervenir. Et on va enfin en savoir plus sur la plus grande zone d'ombre de One Piece. Je n'ai pas vraiment de théorie à vous donner pour cette partie, le mystère est tellement vaste qu'il est difficile d'être précis. Néanmoins, il est certain que la prochaine destination des Mugiwara va nous en apprendre davantage, ce qui va forcément intensifier les enjeux de leur objectif final. La dernière ligne droite se rapproche et le monde qu'on a connu jusque-là est sur le point de complètement changer.